En 1137, dans l'éclat des torches d'un palais médiéval, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII scellaient une alliance politique. L'odeur des parchemins royaux flottait, tandis que les cloches de la cathédrale résonnaient dans la nuit. Les murmures d'une cour intriguée perçaient l'air. Quel mystère cette union, forgée par le pouvoir et non l'amour, dissimulait-elle? Le froissement d'une robe princière, le cliquetis des épées et un serment murmuré dans l'ombre. Était-ce une promesse ou une condamnation? Plongé dans le mariage de contrat d'Éléonore d'Aquitaine et Louis VII, où drame et mystère se dévoilent. En 1137, dans la splendeur du palais de Lombrières. À Bordeaux, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII scellaient une alliance politique. Pourquoi? Ce mariage était-il déjà voué à l'échec? Envisionnez-vous dans la grande salle du palais de Lombrières, où les torches fixées au mur de pierre jettent une lueur dansante sur des tapisseries ornées de scènes chevaleresques. L'odeur des parchemins scellés de cire chaude se mêle à celle, sucrée, du vin épicé servi dans des coupes d'argent. Le tintement des cloches de la cathédrale Saint-André résonne, solennel, tandis que le froissement des robes de soie des seigneurs ponctue une atmosphère chargée de tension. Éléonore d'Aquitaine, à 15 ans, rayonne dans une robe de velours incrustée de pierreries. Son regard audacieux défiant l'assemblée. À ses côtés, Louis VII, jeune roi de 17 ans, vêtu d'une tunique austère, serre un crucifix, son visage trahissant une fragilité. En juillet 1137, Éléonore, héritière du duché d'Aquitaine, épousa Louis VII, roi de France, dans un mariage arrangé pour unifier leur territoire. Selon Historia Gloriosa de Guillaume de Malmesbury, 1140, cette union visait à renforcer la couronne capétienne en intégrant les vastes terres aquitaines. Mais dès le début, les tempéraments opposés d'Éléonore, vifs et cultivés, et de Louis, pieux et hésitant, laissaient présager des tensions. Pourquoi cette alliance, si prometteuse, portait-elle les germes de la discorde, la salle, parée de bannières aux couleurs des Capétiens et des Aquitains, exhalait une odeur de cire fondue et de bois poli. Une table d'honneur, ornée de plats d'étain, reflétait la grandeur de l'événement. Éléonore, avec sa chevelure auburn cascadant sur ses épaules, semblait commander l'attention par son assurance. Louis, les yeux baissés, murmurait une prière, comme pour conjurer l'ampleur de ce moment. Était-ce le pouvoir ou la foi qui guidait leur union? D'un point de vue psychologique, leur mariage illustrait une incompatibilité fondamentale. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les unions arrangées, dépourvues d'affection, engendrent des conflits internes. Éléonore, élevée dans la cour raffinée d'Aquitaine, était imprégnée de la culture troubadour, où l'amour courtois et la liberté régnaient. Louis, formé par des moines à l'abbaye de Saint-Denis, voyait le monde à travers le prisme de la religion. Selon Chronique de Saint-Denis, 1940, leurs différences apparurent dès les premiers jours, Éléonore s'irritant de l'austérité de Louis. Était-ce un mariage ou une chaîne dorée? Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le murmure des courtisans, tandis que les cloches résonnent au loin. L'odeur du vin épicé, mêlée à celle des torches, alourdit l'atmosphère. La lumière dansante des flammes révélait le visage d'Éléonore, où brillait une lueur de défi. Était-ce l'ambition ou la révolte qui animait ses yeux? Les sources historiques, comme Historia Regum de Geoffroy de Monmouth, 1138,
rapporte que les courtisans aquitains admiraient l'éclat d'Éléonore, mais les conseillers de Louis, comme l'abbé Suger, craignaient son influence. Une rumeur, mentionnée dans Chronique de Morigny, 1140, suggérait que l'audace d'Éléonore troublait déjà la cour franque. Était-ce une promesse d'unité ou le prélude d'une discorde? Un bruit soudain troubla la cérémonie, le claquement d'une porte, poussé par une bourrasque estivale. Éléonore, impassible, échangea un regard avec Louis, dont les mains tremblaient légèrement sur son crucifix. Un seigneur aquitain murmura « Une reine si vive pour un roi si pieux ». Éléonore, relevant le menton, répondit d'une voix claire « Une reine règne autant qu'un roi ». Était-ce un défi ou une déclaration de puissance? La cour, un théâtre d'intrigue, amplifiait leurs différences. Les conseillers de Louis pressèrent le roi de contrôler Éléonore, tandis qu'elle cherchait à préserver l'autonomie de l'Aquitaine. Une lettre attribuée à Éléonore, citée dans Historia Gloriosa, 1140, disait « Je suis né pour commander, non pour obéir ». Était-ce de l'orgueil ou une promesse de gloire? La nuit tombait, et une brise chaude s'infiltrait par les fenêtres à meneaux. L'odeur des parchemins, mêlée à celle des épices, semblait sceller leur destin. Louis, dans un moment de silence, murmura à Éléonore « Tu es ma reine, mais je crains ton éclat. » Éléonore, fixant les flammes, répondit « Un roi ne devrait pas craindre sa reine. » Était-ce un appel à l'unité ou le début d'une rupture? Un mystère, tapi dans leurs regards, semblait prêt à surgir. Mais dans l'éclat de cette union, une fissure secrète allait s'ouvrir. En 1140, dans la froideur d'un palais parisien, Éléonore d'Aquitaine défiait les convenances. Pourquoi sa présence troublait-elle Louis VII? Envisionnez-vous dans la grande salle du palais de la Cité, à Paris, où les flammes des braséros crépitent, projetant une lueur rougeoyante sur des murs de pierre austère. L'odeur âcre de la fumée des torches se mêle à celle, sucrée, du vin de Bordeaux servi dans des gobelets d'étain. Le tintement des cloches de Notre-Dame résonne au loin, tandis que le froissement des manteaux de laine des courtisans ponctue un silence chargé de tension. Éléonore d'Aquitaine, à 18 ans, se tient droite, sa robe de velours vert, ornée de broderies d'argent, scintillant sous la lumière. Louis VII, roi de 20 ans, semble mal à l'aise, ses doigts crispés sur un parchemin scellé d'un sceau royal. 3 ans après leur mariage, en 1137, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII naviguaient dans un océan d'intrigues. Éléonore, reine et duchesse d'Aquitaine, imposait son autorité avec une audace qui déconcertait la cour franque. Louis, façonné par une éducation monastique, peinait à comprendre son épouse, dont l'éclat contrastait avec sa piété. Selon Chronique de Saint-Denis, 1140, les courtisans murmuraient que l'influence d'Éléonore menaçait l'équilibre du royaume. Pourquoi sa présence semait-elle le trouble dans le cœur du roi? La salle, parée de tapisseries aux lys d'or, exhalait une odeur de cire fondue et de cuir vieilli. Une table encombrée de documents royaux reflétait les luttes de pouvoir. Éléonore, avec sa chevelure auburn tressée de perles, attirait tous les regards, tandis que Louis, dans une tunique grise, semblait chercher refuge dans la prière. Était-ce l'amour ou la méfiance qui les séparait? D'un point de vue psychologique, leur union souffrait d'une incompatibilité croissante. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les mariages arrangés, dépourvus d'affection, engendrent des tensions internes.
Éléonore, élevée dans la cour aquitaine où la poésie troubadour et la liberté régnaient, trouvait la rigidité de la cour franque oppressante. Louis, conseillé par l'abbé Suger, voyait en elle une menace à son autorité. Selon Historia Gloriosa de Guillaume de Malmesbury, 1140, Éléonore entourait sa suite de ménestrels, choquant les clercs de la cour. Était-ce de la rébellion ou un cri de liberté? Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le murmure des courtisans, tandis que le vent d'automne siffle à travers les vitraux. L'odeur du vin épicé, mêlée à celle des torches, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante des flammes dansait sur le visage d'Éléonore, révélant une détermination farouche. Était-ce l'ambition ou la frustration qui guidait ses actes? Les sources historiques, comme les écrits de l'abbé Suger, vie de Louis VII, 1945, rapportent que Louis, fasciné par Éléonore, doutait de sa loyauté. Sa piété rigoureuse l'empêchait de comprendre ses désirs, et les rumeurs sur son comportement indigne circulaient déjà. Une lettre attribuée à un clerc de la cour, Chronique de Morigny, 1140, mentionne « La reine brille trop pour un roi si austère ». Éléonore, de son côté, s'irritait de l'influence des conseillers royaux, cherchant à imposer son autorité sur l'Aquitaine. Était-ce un malentendu ou une fissure irréparable? Un bruit soudain troubla le silence, le claquement d'un seau brisé sur un parchemin. Éléonore, impassible, échangea un regard avec Louis, dont les mains tremblaient légèrement. Un courtisan murmura, assez fort pour être entendu. Une reine ne devrait pas éclipser son roi. Éléonore, d'une voix claire, répondit « Un roi devrait savoir partager son éclat. » Était-ce un défi ou une plainte? La cour, un nid d'intrigue, amplifiait leurs dissensions. Les conseillers de Louis, menés par Suger, pressaient le roi de limiter l'influence d'Éléonore, craignant qu'elle ne sème la discorde dans le royaume. Éléonore, quant à elle, entretenait des liens étroits avec ses vassaux aquitains, refusant de se plier aux attentes d'une reine soumise. Une lettre d'Éléonore, citée dans Historia Regum de Geoffroy de Monmouth, 1138, disait « Je suis reine par mon sang, non par mon mariage ». Était-ce de l'orgueil ou une déclaration de puissance? La nuit s'épaississait, et le froid mordant s'infiltrait par les interstices. L'odeur des torches, mêlée à celle des épices des plats royaux, semblait alourdir l'atmosphère. Louis, dans un rare moment de franchise, murmura à Éléonore « Ton éclat m'éblouit, mais il me trouble. » Éléonore, fixant les flammes, répondit « Un roi ne devrait pas craindre la lumière de sa reine. » Était-ce un appel à l'unité ou le prélude d'une rupture? Les tensions grandissaient et les rumeurs s'intensifiaient. Les seigneurs aquitains, fidèles à Éléonore, critiquaient l'austérité de Louis, tandis que les clercs de la cour voyaient en elle une menace à l'ordre divin. Selon Chronique de Saint-Denis, 1140, Éléonore organisait des banquets fastueux, invitant des troubadours qui chantaient des poèmes d'amour courtois, provoquant le scandale. Était-ce une célébration de sa liberté ou une provocation? Un autre bruit troubla la salle, le froissement d'un parchemin roulé, tombant d'une table. Éléonore, sans un mot, ramassa le document, ses yeux scrutant les courtisans avec méfiance. Louis, immobile, semblait chercher une réponse dans la prière. Un conseiller murmura « Elle est trop vive pour ce royaume. » Était-ce une accusation ou une vérité inavouée? Dans cette atmosphère oppressante, Éléonore commença à comprendre que son rôle de reine ne suffirait pas à satisfaire ses ambitions. Elle voulait régner, non se contenter d'un titre.
Louis, de son côté, se repliait dans sa foi, incapable de répondre à l'énergie de sa reine. Leur mariage, censé unir la France, devenait une source de division. Était-ce le destin ou leur cœur qui les séparait? Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de cette cour, une trahison inattendue allait surgir. En 1547, dans l'éclat d'une cathédrale, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII s'engageaient dans la croisade. Pourquoi cette quête scella-t-elle leur discorde? Envisionnez-vous dans la nef majestueuse de la cathédrale de Vézelay, où les torches fixées aux colonnes de pierre jettent une lueur vacillante sur des vitraux multicolores. L'odeur de l'encens sacré se mêle à celle, âcre de la cire fondue des cierges. Le chant grave des moines résonne, ponctué par le cliquetis des armures des chevaliers rassemblés. Éléonore d'Aquitaine, à 25 ans, se tient fière dans une robe de soie rouge, son regard brûlant d'ambition. Louis VII, roi de 27 ans, vêtu d'une tunique ornée d'une croix, semble absorbé par une prière fervente. En 1147, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII entreprirent la deuxième croisade, un projet porté par la ferveur religieuse de Louis et l'ambition d'Éléonore. Selon Chronique de Saint-Denis, 1650, cette quête devait unir le couple royal dans un but divin, mais elle révéla leurs divergences profondes. Éléonore, accompagnée de sa suite aquitaine, défiait les conventions en participant activement, tandis que Louis, guidé par sa piété, cherchait la rédemption. Pourquoi cette croisade, censée les rapprocher, creusa-t-elle un fossé? La cathédrale, ornée de bannières aux lys d'or et de croix vermeilles, exhalait une odeur d'encens et de pierres humides. Une estrade, dressée pour l'appel de Saint-Bernard, portait les traces de parchemins scellés. Éléonore, avec sa chevelure tressée de fils d'argent, attirait les regards, tandis que Louis, agenouillé, murmurait des prières. Était-ce la foi ou l'ambition qui guidait leur voyage? D'un point de vue psychologique, leur participation à la croisade illustrait une tension croissante. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment des projets communs, sous pression externe, exacerbent les conflits internes. Éléonore, imprégnée de la culture chevaleresque de l'Aquitaine, voyait la croisade comme une aventure épique. Louis, influencé par l'abbé Suger et Saint Bernard, y cherchait une purification spirituelle. Selon Historia Regum de Geoffroy de Monmouth, c'est le 148, l'audace d'Éléonore, qui chevauchait à la tête de sa suite, scandalisa les clercs. Était-ce de la bravoure ou une provocation? Envisionnez-vous dans cette nef, entendant le chant des moines, tandis que le vent printanier siffle à travers les vitraux. L'odeur de l'encens, mêlée à celle des cierges, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante des torches dansait sur le visage d'Éléonore, révélant une lueur d'exaltation. Était-ce l'aventure ou la rébellion qui brillait dans ses yeux? Les sources historiques, comme les écrits d'Odon de Deuil, de Profection Ludovici VII in Orientem, 1148, rapportent que l'attitude d'Éléonore durant la croisade choqua la cour. Elle s'entourait de seigneurs aquitains et échangeait avec son oncle Raymond de Poitiers, prince d'Antioche, suscitant des rumeurs d'infidélité. Louis, tourmenté par ses soupçons, voyait son autorité royale fragilisée. Une lettre attribuée à un clerc, Chronique de Morigny, 1147, note « La reine agit comme un prince, non comme une épouse ». Était-ce une accusation ou une vérité dissimulée? Un bruit soudain troubla la cérémonie, le claquement d'une lance tombant sur le sol de pierre.
Éléonore, impassible, échangea un regard avec Louis, dont les mains serraient son crucifix avec force. Un moine murmura « Une reine ne devrait pas chevaucher comme un chevalier. » Éléonore, d'une voix claire, répondit « Une reine combat pour son peuple, comme un roi. » Était-ce un défi ou une déclaration de puissance? La croisade, loin de les unir, amplifia leurs dissensions. À Antioche, Éléonore s'attarda auprès de son oncle Raymond, dont l'éclat et la culture rappelaient l'Aquitaine. Selon Chronique de Saint-Denis, BT 150, Louis, jaloux et influencé par ses conseillers, ordonna son départ précipité, provoquant une dispute publique. Éléonore, selon une source contemporaine, Historia Gloriosa, 1148, déclara « Je suis reine, non prisonnière ». Était-ce de l'orgueil ou un cri de liberté? La nuit tombait et le froid s'infiltrait par les vitraux. L'odeur des cierges, mêlée à celle de l'encens, semblait sceller leur destin. Louis, dans un moment de doute, murmura à Éléonore « Ta bravoure me trouble, mais elle m'effraie. » Éléonore, fixant les flammes, répondit « Un roi ne devrait pas craindre l'audace de sa reine. » Était-ce un appel à la confiance ou le prélude d'une rupture? Les tensions à Antioche marquèrent un tournant. Les rumeurs d'une liaison entre Éléonore et Raymond, bien que non prouvées, empoisonnèrent la relation du couple. Louis, sous pression pour maintenir son autorité, commença à envisager l'annulation du mariage. Éléonore, de son côté, revendiquait son indépendance, refusant de se plier aux attentes d'une épouse docile. Était-ce une trahison ou une lutte pour l'autonomie? Un autre bruit troubla l'atmosphère. Le froissement d'un parchemin roulé, glissant d'une table. Éléonore, sans un mot, ramassa le document, ses yeux scrutant les moines avec défi. Louis, immobile, semblait chercher une réponse dans la prière. Un conseiller murmura « Elle est trop vive pour ce royaume. » Était-ce une critique ou une vérité inavouée? Dans cette atmosphère pesante, Éléonore comprit que la croisade, loin de renforcer leur union, révélait leur incompatibilité. Elle aspirait à régner, tandis que Louis cherchait la rédemption. Leur mariage, jadis un espoir d'unité, devenait une source de division. Était-ce le destin ou leur cœur qui les séparait? Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à éclater. Mais dans l'éclat de cette croisade, une trahison plus grave allait surgir. En 1148, dans la chaleur étouffante d'Antioche, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII affrontaient une rupture. Quel secret menaçait de briser leur union? Envisionnez-vous dans une salle opulente du palais d'Antioche, où les flammes des lampes à huile projettent une lueur dorée sur des mosaïques éclatantes. L'odeur entêtante de l'encens oriental se mêle à celle, âcre de la sueur des chevaliers revenus de bataille. Le cliquetis des épées résonne doucement, tandis que le chant lointain d'un muezzin perce la nuit. Éléonore d'Aquitaine, à 26 ans, se tient altière, sa robe de soie pourpre scintillant sous la lumière. Louis VII, roi de 28 ans, vêtu d'une tunique usée par le voyage, semble tourmenté, ses mains crispées sur un rosaire d'ivoire. En 1148, lors de la deuxième croisade, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII séjournèrent à Antioche, accueillis par Raymond de Poitiers, oncle d'Éléonore et prince de la ville. Selon De Profectione Ludovici VII in Orientem, Dodon de Deuil, 1148, ce séjour marqua un tournant dans leur mariage. Éléonore, séduite par l'éclat de la cour d'Antioche, s'attarda auprès de Raymond, tandis que Louis, rongé par la jalousie et les conseils de ses clercs, voyait son autorité fragilisée.
Pourquoi cette rencontre à Antioche allait-elle sceller leur discorde? La salle, ornée de tapis persans et de tentures brodées, exhalait une odeur de myrrhe et de sable chaud. Une table basse, couverte de plats d'argent, portait des fruits exotiques, vestiges d'un festin. Éléonore, avec sa chevelure auburn relevée en tresse, attirait les regards, tandis que Louis, les yeux baissés, murmurait une prière. Était-ce l'amour ou la jalousie qui troublait le roi? D'un point de vue psychologique, leur séjour à Antioche illustrait une crise de confiance. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les soupçons, amplifiés par un contexte de stress, peuvent détruire une relation. Éléonore, immergée dans la culture raffinée d'Antioche, retrouvait l'éclat de l'Aquitaine auprès de Raymond, un prince charismatique. Louis, influencé par ses conseillers ecclésiastiques, voyait dans cette proximité une menace à son honneur. Selon Chronique de Saint-Denis, 1150, les rumeurs d'une liaison entre Éléonore et Raymond, bien que non prouvées, empoisonnèrent leur mariage. Était-ce une trahison ou une liberté réclamée? Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le murmure des courtisans d'Antioche, tandis que le vent du désert siffle à travers les arcades. L'odeur de l'encens, mêlée à celle des lampes à huile, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante des flammes dansait sur le visage d'Éléonore, révélant une lueur de défi. Était-ce l'ambition ou la nostalgie qui guidait ses actes? Les sources historiques, comme les écrits d'Odon de Deuil, 1148, rapportent que l'attitude d'Éléonore à Antioche choqua l'entourage de Louis. Elle participait au conseil stratégique, discutant avec Raymond de plans pour défendre la ville au mépris des conventions. Louis, sous pression pour reprendre la croisade, ordonna son départ précipité, provoquant une dispute publique. Une lettre attribuée à Éléonore, Chronique de Morigny, 1148, disait « Je suis reine, non captive ». Était-ce de l'orgueil ou un cri d'indépendance? Un bruit soudain troubla le silence. Le claquement d'une coupe d'argent renversée sur le sol de mosaïque. Éléonore, impassible, échangea un regard avec Louis, dont les mains serraient son rosaire avec force. Un chevalier murmura « Une reine ne devrait pas parler comme un prince ». Éléonore, d'une voix claire, répondit « Une reine défend son peuple comme un prince ». Était-ce un défi ou une déclaration de puissance? La cour d'Antioche, un creuset d'intrigue, amplifia leurs tensions. Raymond, prince cultivé et audacieux, rappelait à Éléonore la liberté de l'Aquitaine, contrastant avec l'austérité de Louis. Les conseillers de Louis, comme Odon de Deuil, voyaient en elle une menace à l'ordre divin. Selon Historia Gloriosa de Guillaume de Malmesbury, 1148, Louis, rongé par la jalousie, envisagea de la ramener de force à Jérusalem. Était-ce de la possessivité ou une tentative de sauver son honneur? La nuit s'épaississait et la chaleur oppressante d'Antioche alourdissait l'air. L'odeur des lampes à huile, mêlée à celle de la myrrhe, semblait sceller leur destin. Louis, dans un moment de désespoir, murmura à Éléonore « Ton éclat me brûle, mais je ne puis t'éteindre. » Éléonore, fixant les mosaïques, répondit « Un roi ne devrait pas craindre le feu de sa reine. » Était-ce un appel à la confiance ou le prélude d'une rupture? Les rumeurs d'infidélité, bien que non confirmées, marquèrent un point de non-retour. Louis, sous l'influence de ses clercs, commença à douter de la légitimité de leur mariage. Éléonore, de son côté, revendiquait son droit à l'autonomie, refusant de se plier aux attentes d'une épouse docile.
Une lettre d'un chroniqueur, Chronique de Saint-Denis, 1150, note « La reine brille trop fort pour un roi si sombre ». Était-ce une accusation ou une vérité inavouée? Un autre bruit troubla la salle, le froissement d'un parchemin glissant d'une table. Éléonore, sans un mot, ramassa le document, ses yeux scrutant les courtisans avec méfiance. Louis, immobile, semblait chercher une réponse dans la prière. Un clerc murmura « Elle est trop libre pour ce royaume ». Était-ce une critique ou une vérité dissimulée? Dans cette atmosphère suffocante, Éléonore comprit que la croisade, loin de renforcer leur union, révélait leur incompatibilité. Elle aspirait à régner, tandis que Louis cherchait la rédemption divine. Leur mariage, jadis un espoir d'unité, devenait une source de division. Était-ce le destin ou leur cœur qui les séparait? Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre d'Antioche, une décision fatale allait surgir. En 1151, dans la froideur d'un palais royal, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII affrontaient leur séparation. Quel secret scellait la fin de leur union? Envisionnez-vous dans un long corridor du palais de la Cité, où les torches suspendues aux murs de pierre projettent une lumière tremblotante sur des tapisseries argentées fanées. L'odeur de fumée des cheminées se mêle à celle du cuir ancien, des rouleaux de parchemin posés sur une table en chêne. Le son des cloches de Notre-Dame résonne au loin, se mêlant au murmure des courtisans dans leurs manteaux de fourrure. Éléonore d'Aquitaine, à 29 ans, se tient droite, sa robe de soie bleu nuit scintillant dans la lumière tamisée, son regard trahissant une détermination farouche. Louis VII, roi de 31 ans, se tient à ses côtés, le visage pâle, les mains serrant un parchemin scellé d'un sceau royal, les yeux pleins de souffrance. En 1151, après 14 ans de vie commune, le mariage d'Éléonore d'Aquitaine et de Louis VII touchait à sa fin. Selon Chronique de Saint-Denis, 1152, les tensions issues de la deuxième croisade, notamment les événements d'Antioche, avaient rendu leur relation irréparable. Éléonore, avec son esprit libre et son ambition, ne pouvait s'accorder avec la piété austère de Louis. L'absence d'un héritier mâle accentuait la pression, poussant Louis à envisager l'annulation du mariage. Pourquoi cette union, jadis prometteuse, s'achevait-elle dans l'amertume? Le corridor, orné de tapisseries aux lys d'or, exhalait une odeur de fumée froide et d'encre séchée. Une longue table, couverte de rouleaux de parchemin et de coupes d'argent, reflétait les débats tendus. Éléonore, avec sa chevelure châtaine tressée serrée, attirait tous les regards, tandis que Louis, dans une tunique sobre, semblait chercher consolation dans sa foi. Était-ce la foi ou la jalousie qui les séparait? D'un point de vue psychologique, leur mariage illustrait une fracture irréparable. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, décrivent de comment les divergences fondamentales dans les valeurs et les attentes peuvent transformer une union en source de souffrance. Éléonore, nourrie de la culture aquitaine de liberté et de raffinement, se sentait étouffée par la cour franque. Louis, façonné par une éducation monastique, voyait en elle une menace à son autorité. Selon Historia Gloriosa de Guillaume de Malmesbury, 1150, les rumeurs d'infidélité d'Éléonore à Antioche, bien que non prouvées, avaient brisé la confiance de Louis. Était-ce une trahison ou une incompréhension? Visionnez-vous dans ce corridor, entendant le murmure des courtisans, tandis que le vent hivernal siffle à travers les vitraux. L'odeur de la paille brûlée se mêle à celle du vin aigre,
alourdissant l'atmosphère. La lumière tremblotante des torches dansait sur le visage d'Éléonore, révélant une résolution inébranlable. Était-ce l'ambition ou la liberté qui la guidait? Les sources historiques, comme les écrits de Jean de Marmoutier, Chronique d'Anjou, 1152, rapportent que Louis, sous l'influence de ses conseillers ecclésiastiques, envisageait l'annulation du mariage pour consanguinité, un prétexte légal courant à l'époque. Éléonore, de son côté, ne s'opposait pas à cette idée, aspirant à retrouver sa liberté et le contrôle de l'Aquitaine. Une lettre attribuée à Éléonore, Chronique de Morigny, 1151, disait « Je suis né pour régner, non pour être enchaîné ». Était-ce de l'orgueil ou un cri de délivrance? Un bruit soudain troubla le silence, le craquement d'un seau brisé sur un parchemin. Éléonore, impassible, échangea un regard avec Louis, dont les mains tremblaient légèrement. Un conseiller murmura « Une reine ne devrait pas défier son roi ». Éléonore, d'une voix claire, répondit « Une reine ne devrait pas être une ombre ». Était-ce un défi ou une déclaration de liberté? La cour, un théâtre d'intrigue, amplifiait leur rupture. Les conseillers de Louis, menés par l'abbé Suger, pressaient le roi de mettre fin à l'union, craignant que l'influence d'Éléonore ne divise le royaume. Éléonore, quant à elle, entretenait des correspondances secrètes avec ses vassaux aquitains, préparant son retour à Poitiers. Selon Chronique de Saint-Denis, 1152, elle envisageait déjà une nouvelle alliance, plus conforme à ses ambitions. Était-ce une trahison ou une stratégie? La nuit s'épaississait et le froid mordant s'infiltrait par les interstices. L'odeur des torches, mêlée à celle des épices des plats royaux, semblait sceller leur destin. Louis, dans un moment de vulnérabilité, murmura à Éléonore « Tu es ma reine, mais je ne puis te retenir. » Éléonore, fixant les flammes, répondit « Un roi ne retient pas une reine contre son gré. » Était-ce un adieu ou une libération? Les murmures de la cour s'intensifiaient et les rumeurs d'une annulation imminente se répandaient. Éléonore, forte de son héritage aquitain, se préparait à reprendre le contrôle de ses terres. Louis, tourmenté par son devoir et sa foi, cherchait à préserver son honneur. Une lettre de Louis, citée dans Historia Regum, 1151, disait « Que Dieu juge notre union ». Était-ce une soumission au destin ou une fuite? Un autre bruit troubla l'atmosphère. Le froissement d'un parchemin roulé, tombant d'une table. Éléonore, sans un mot, ramassa le document, ses yeux scrutant les courtisans avec défi. Louis, immobile, semblait chercher une réponse dans la prière. Un clerc murmura « Elle est trop puissante pour ce royaume ». Était-ce une critique ou une vérité inavouée? Dans cette atmosphère oppressante, Éléonore comprit que son mariage, jadis un symbole d'unité, était devenu une prison. Elle aspirait à la liberté, tandis que Louis cherchait la paix dans la foi. Leur union, censée renforcer la France, ne faisait que la fragiliser. Était-ce le destin ou leur cœur qui les séparait? Un mystère, tapi dans leur silence, semblait prêt à éclater. Mais dans l'ombre de cette rupture, une nouvelle alliance allait naître, en 1152, dans la lueur pâle d'un conseil ecclésiastique, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII mettaient fin à leur union. Quel secret leur séparation dissimulait-elle? Envisionnez-vous dans la salle solennelle du concile de Beaugency, où les chandelles fichées dans des candélabres d'argent projettent une lumière tremblante sur des murs de pierre froide. L'odeur de l'encens ecclésiastique se mêle à celle,
âcre de la cire fondue et des parchemins anciens. Le tintement des cloches d'une église voisine résonne, grave et solennel, tandis que le froissement des robes des prélats ponctue un silence pesant. Éléonore d'Aquitaine, à 30 ans, se tient droite, sa robe de velours noir ornée de broderies d'or scintillant doucement. Louis VII, roi de 32 ans, vêtu d'une tunique sobre, semble résigné, ses mains serrant un crucifix d'ébène. En mars 1152, après 15 ans de mariage, Éléonore d'Aquitaine et Louis VII obtinrent l'annulation de leur union lors du concile de Beaugency, sous le prétexte de consanguinité. Selon Chronique de Saint-Denis, 1152, cette séparation marqua la fin d'une alliance politique qui n'avait jamais comblé leur cœur. Éléonore, libérée, retrouva le contrôle de l'Aquitaine, tandis que Louis, tourmenté par l'échec, cherchait refuge dans sa foi. Pourquoi cette rupture, si attendue, cachait-elle un mystère plus profond? La salle, ornée de tapisseries aux motifs religieux, exhalait une odeur de cire chaude et de parchemin moisi. Une table massive, couverte de documents scellés, portait les traces des délibérations ecclésiastiques. Éléonore, avec sa chevelure auburn relevée en chignon, attirait les regards, son port altier défiant l'assemblée. Louis, les yeux baissés, semblait chercher une réponse dans la prière. Était-ce la liberté ou la défaite qui marquait cet instant? D'un point de vue psychologique, leur séparation illustrait une délivrance mutuelle, mais aussi une blessure enfouie. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les passions et la psychasthénie, 1903, suggèrent que la fin d'une union arrangée peut libérer les individus tout en laissant des traces de culpabilité et de regret. Éléonore, forte de son héritage aquitain, voyait dans cette annulation une chance de reprendre son destin. Louis, influencé par ses conseillers, acceptait la rupture pour préserver son honneur. Selon Historia Gloriosa de Guillaume de Malmesbury, 1152, Éléonore quitta la cour franque avec une détermination farouche. Était-ce une victoire ou une fuite? Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le murmure des prélats, tandis que le vent printanier siffle à travers les vitraux. L'odeur de l'encens, mêlée à celle des chandelles, alourdit l'atmosphère. La lumière vacillante des flammes dansait sur le visage d'Éléonore, révélant une lueur de triomphe. Était-ce l'ambition ou la liberté qui brillait dans ses yeux? Les sources historiques, comme les écrits de Jean de Marmoutier, Chronique d'Anjou, 1152, rapportent que l'annulation fut accueillie avec soulagement par Éléonore, qui retrouva immédiatement son titre de duchesse d'Aquitaine. Louis, en revanche, souffrait de l'échec de leur mariage, craignant que la perte de l'Aquitaine n'affaiblisse son royaume. Une lettre attribuée à un clerc, Chronique de Morigny 1152, note « La reine part libre, mais le roi reste enchaîné à son devoir ». Était-ce une libération ou une humiliation? Un bruit soudain troubla le silence. Le craquement d'un seau brisé sur un parchemin finalisant l'annulation. Éléonore, impassible, échangea un dernier regard avec Louis, dont les mains serraient son crucifix avec force. Un prélat murmura « Une reine si vive ne peut rester liée à un roi si pieux. » Éléonore, d'une voix claire, répondit « Une reine choisit son destin. » Était-ce un adieu ou une déclaration de puissance? La cour, un théâtre d'intrigue jusqu'au bout, bruissait de rumeurs. Les conseillers de Louis, comme l'abbé Suger, voyaient dans cette rupture une nécessité pour préserver l'ordre. Éléonore, quant à elle, avait déjà des projets. À peine libérée, elle envisageait une nouvelle alliance avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre.
Selon Chronique de Saint-Denis, 1152, cette décision choqua la cour franque, qui craignait la puissance d'une telle union. Était-ce une stratégie ou une trahison? La nuit tombait et une brise fraîche s'infiltrait par les vitraux. L'odeur des chandelles, mêlée à celle des parchemins, semblait sceller leur destin. Louis, dans un moment de résignation, murmura à Éléonore: « Tu es libre, mais mon cœur reste captif. » Éléonore, fixant les flammes, répondit: « Un roi ne devrait pas regretter la liberté de sa reine. » Était-ce un adieu ou une promesse d'avenir? Après l'annulation, une lettre secrète d'Éléonore fut découverte dans ses archives à Poitiers. Les mots, écrits à l'encre fanée, disaient « J'ai aimé un roi, mais j'ai choisi ma liberté ». Était-ce une confession d'amour perdu ou une déclaration d'indépendance? Ce mystère, jamais élucidé, continue d'alimenter la légende d'Éléonore d'Aquitaine, une reine qui défia les conventions pour forger son propre destin. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Plongez dans les ombres du passé où chaque histoire révèle une vérité oubliée.